Bien, il est l'heure de continuer notre petit tour du monde de témoignages glaçants. Après avoir fait un tour en Asie, Corée du Sud, puis Japon, puis Chine, et même Australie, ou même encore Espagne, nous nous retrouvons en Amérique pour s'arrêter au Mexique. Rapprochez-vous. Bien évidemment, il ne sera pas question de petites vacances bucoliques ou de bon temps passé au bord de l'océan, mais plus d'histoires traumatisantes qui ont été partagées sur Reddit. Mais avant d'attaquer ça, on va aborder quelque chose d'un peu plus positif comme la famille avec MyHeritage. En fait, MyHeritage, c'est un service qui vous permet de renouer avec vos racines et c'est surtout le service numéro 1 dans sa catégorie. Il vous permet de reconstituer votre arbre généalogique et c'est déjà utilisé par près de 90 millions d'utilisateurs. Et grâce à leur outil, ça va être super intuitif et amusant de construire votre arbre généalogique et surtout de remonter vos origines. Et ça vous permettra en même temps de trouver des parents éloignés dans le monde entier. Et avec son petit côté ludique, il vous sera donc possible de retrouver des personnes perdues de vue. Ou même potentiellement découvrir des personnes de votre famille dont vous aviez jamais entendu parler, quoi. Par exemple, un arrière-grand-père, des oncles éloignés, du côté du Mexique ou au fin fond de l'Australie. Et même si vous avez peu d'informations à communiquer sur vos ancêtres, MyHeritage va vous aider à remplir tout ça. Parce que, entre autres, ils ont quand même à peu près 19 milliards de documents dans leur base de données. Donc ça peut se combiner avec ce que vous allez leur donner et donc ça va vous permettre d'aller beaucoup plus loin, quoi. Alors là, moi par exemple, vous voyez, j'ai juste rempli avec mes parents proches et le site m'a déjà suggéré des correspondances avec des gens qui ont les mêmes infos dans leurs arbres. Et là par exemple, le site fait des rapprochements aussi avec les avis de décès qu'ils ont et donc là, en l'occurrence, ils ont vu juste parce que c'était mon père. Bon, si vous êtes intéressé par la généalogie, c'est une mine d'informations. Mais en vrai, c'est pas le seul service qu'ils proposent parce que grâce à leur IA, en fait, ils peuvent également repérer les photos historiques en améliorant les colorisations ou même les animer. Là par exemple, vous voyez une photo de vieux cousins, là la version de base en noir et blanc et colorisé, c'est quand même ouf. Donc si vous voulez partir à la recherche d'une famille éloignée ou alors même de vos ancêtres, c'est simple. Rendez-vous directement sur myheritage.com que je vous mets en description. Vous vous inscrivez et vous bénéficiez alors de 14 jours d'essai gratuit. Donc merci encore à eux. Et nous, on retourne à nos histoires du jour. Bref, vous connaissez la recette, on a rajouté des voix off dans le récit pour une plus grande immersion. Et au programme, nous allons voir des vacances en famille dans un hôtel mexicain qui frôle au drame, une virée entre potes à la frontière entre le Mexique et les États-Unis qui dégénère et un trajet en taxi en plein Mexico qui tourne au cauchemar. Bonne vidéo. La première histoire est racontée par Able Education, qu'on a renommé Brian pour l'occasion. Et alors qu'il avait 20 ans, Brian est parti en vacances au Mexique avec sa famille. Brian, en tout cas, se décrit comme quelqu'un de très timide. D'ailleurs, il a précisé dans son témoignage qu'il était encore vierge, même si ça n'a pas une grande importance. En tout cas, pour lui, je sais pas, il avait besoin de se confier. Et il précise qu'à l'époque, il consommait beaucoup de sandwich, quoi. Voilà, je vous renvoie vers la vidéo Poisson fécond sur ce qu'est un sandwich. Et donc là, il s'apprêtait à passer une semaine complète sans pouvoir toucher à ça. Donc ça faisait un peu flipper. D'autant plus que ses parents, et même toute sa famille, n'ont aucune idée que, il fume, quoi. Bref, toute la famille débarque donc au Mexique dans un très beau complexe hôtelier. Et Brian partage une chambre avec son frère, avec la chambre de leurs parents qui se trouve juste à côté. Et comme ils sont tous les deux assez grands pour s'occuper, leurs parents leur ont laissé carte blanche pour la semaine et ne leur ont imposé aucune activité en famille. Donc voilà, ils ont vraiment quartier libre. Bon, néanmoins, et vu que c'était leurs premières vacances à l'étranger, Brian et son frère sont allés faire quelques excursions avec leurs parents. Mais bon, la plupart du temps, ils étaient à la plage. Le soir, avec mon frère, on va dans l'espèce de discothèque du complexe hôtelier, et on sympathise avec un des barman qui est là tout le temps. Les soirées et nuits sont cool, on s'amuse bien et on profite un max. Un soir par contre, je suis tellement en forme, tellement désinhibé, que je parle à mon frère du fait que je fume. Ça l'a pas mal choqué, mais il est pas tombé dans le jugement, loin de là. Bref, la soirée continue et à un moment, le frangin de Brian, complètement crevé, décide d'aller se coucher. Et pendant que Brian reste en compagnie du barman pour boire un dernier verre. Barman qui a entendu la conversation un peu plus tôt dans la soirée. Et donc il demande au jeune homme s'il veut venir avec lui pour fumer un peu. Alors bien sûr, là, Brian, il fait putain, génial. Et il saute sur l'occasion. Parce que bon, le programme le botte quand même pas mal, quoi. Fumer, voilà, dans un pays étranger, cool, quoi. D'ailleurs, il précise qu'à l'époque, il était assez naïf. Il fait assez facilement confiance aux gens, tout en fonctionnant un peu trop à l'instinct. Bref, pour passer cette fin de soirée, il faut par contre quitter le complexe hôtelier pour aller chez des cousins du barman. Là, bref, Brian et le barman prennent donc une petite voiturette de golf pour un court trajet d'à peu près 1,5 km, au milieu de la nuit. Et là, avec le temps qui passe, Brian commence petit à petit à décuver et redevient un peu plus lucide. Là, arrivé sur place, il remarque qu'une espèce de clôture de plus de 2,50 m entoure l'immeuble et le parking. Par réflexe, lui, il check tout autour de lui pour inspecter l'endroit, et à ce moment-là, des petits signaux d'alarme se déclenchent en lui. Mais il dit rien, c'est juste qu'il se sent un peu mal à l'aise. Du coup, on passe ce grillage pour rentrer dans la propriété, et on se dirige vers l'appartement de son cousin. À peine rentré, j'ai déjà envie de ressortir, parce que je me retrouve nez à nez avec deux Golgoth de plus de 120 kg, alors que j'en fais 50.
Le cousin du barman commence à regarder le barman, puis à me regarder, puis le barman, et ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe, bordel ? Puis du coup ils commencent à tous parler en espagnol, une langue que Brian ne comprend pas, et il n'a donc aucun moyen de savoir de quoi il en retourne. Bref, il commence à avoir un peu la chair de poule et puis la nausée, et donc ça ne va pas du tout. Et en scrutant la pièce minutieusement, il voit une baie vitrée et des portes coulissantes au fond du salon. Brian nous précise cela dit en plus qu'ils sont au rez-de-chaussée. Et il demande alors au cousin du barman s'il peut sortir un peu. Là, le cousin du barman comprend pas trop et lui demande s'il veut aller nager. Parce qu'en fait, il y a une piscine dehors. Par réflexe, Brian il dit que oui, il aimerait bien aller nager. Et il se dit, ok, c'est peut-être une occasion, une opportunité, ok, faut que je la saisisse. Et là, il va vraiment la saisir. Il sort alors tout doucement, en étant très relâché. Mais une fois dehors, il commence à taper l'accélération de sa vie en direction du parking. Alors à première vue, il n'a pas l'air suivi, mais il n'a pas envie de perdre du temps pour vérifier non plus. Mais le problème, c'est qu'il ne trouve aucune porte pour sortir complètement. Et il y a visiblement que la sortie principale par laquelle il est arrivé. Ma seule option, escalader cette espèce de clôture de plus de 2,50 m. Je prends alors mon courage à deux mains, je grimpe ce truc, je me coupe le genou comme c'est pas possible, mais j'arrive de l'autre côté. Je tape alors le sprint de ma vie pour retourner jusqu'au complexe hôtelier. Le tout en ayant la peur au ventre. J'avais jamais eu aussi peur de ma vie. Là, arrivé dans la chambre, Brian réveille son frère et décide donc de tout lui raconter. Et là, en entendant tout ça, son frangin a directement envie d'aller les voir, ces mecs, pour leur péter la gueule. Sauf que, évidemment, c'est une très mauvaise idée et très clairement, il l'aurait sans doute payé de sa vie. Et donc, Brian arrive à le calmer, il fait non mais vas-y, ne fais pas ça quoi. Et il lui dit d'ailleurs qu'il ne lui est rien arrivé à part une blessure au genou. Bon, à ce moment-là, Brian a encore 3 jours à passer dans le complexe hôtelier. Et d'ailleurs, très étrange, mais à partir de ce moment-là, il ne remarque plus le barman, qui normalement était à son poste classique au bar, sauf qu'en passant devant le bar tous les soirs, il y est plus du tout. Et là, Brian ne sait pas si c'est un hasard, si le barman est allé bosser dans un autre hôtel ou quoi que ce soit, mais peut-être qu'il avait simplement peur que Brian le dénonce, qu'il s'était rendu compte de certaines choses qu'il ne comprend même pas. En tout cas, aujourd'hui encore, Brian ne sait pas ce qui se tramait dans cette maison. Est-ce qu'il allait être drogué pour être enlevé? Est-ce qu'il était question de trafic sexuel? Bon, en tout cas, pour lui, c'était impossible que la soirée se passe bien, et le fait que son intuition lui ait dit de se tirer lui a sans doute, peut-être en tout cas, sauvé la vie. Bon, en tout cas, si dans cette histoire, le fait d'être seul a sans doute joué à le rendre plus vulnérable, figurez-vous que être en groupe, ça va pas forcément vous éloigner du danger, loin de là. Alors cette deuxième histoire est partagée par un utilisateur du nom de PainFL, qu'on renomme Paul parce que voilà, c'est les 2 premières lettres pareilles quoi. Faut pas chercher compliqué quoi parfois hein. Bon bref, en tout cas notre cher Paul il explique que c'est la première fois qu'il poste sur Reddit et il espère façon de parler que ce sera à la hauteur des autres récits qu'il a pu lire jusqu'ici. Remarque un peu bizarre quand tu vis quelque chose de traumatisant, mais bon, en tout cas il remet un peu de contexte. Son histoire s'est déroulée en 2005 alors qu'il était en première année à l'université, plus précisément à Corpus Christi au Texas et donc à environ 200 bornes du Mexique. Et il précise qu'à l'époque, la frontière mexicaine était considérée comme un peu plus sûre. Et il décide du coup d'y aller pour quelques jours. Bref, un dimanche, c'est donc l'heure pour Paul, mais aussi son pote Ryan et leur copine de filer au Mexique, avec pour objectif principal manger de la nourriture locale, boire des bières et explorer une partie du pays. Joli programme quoi. Bref, arrivé au poste frontière, entre le Mexique et les États-Unis, y a un parking où l'on peut se garer et traverser la frontière à pied. Et Paul précise qu'à l'époque, il n'était pas nécessaire d'avoir un passeport. Suffisait en fait de montrer son permis de conduire et de passer la frontière à pied. Tranquille quoi. Et là, alors qu'il parle à l'agent de frontière, le type les regarde d'un air un peu inquiet. Vous savez, ce genre de regard qu'un parent vous lance quand vous êtes sur le point de prendre une décision stupide. Faut que je vous décrive un peu notre groupe. Avec Ryan, on est vraiment le cliché des petits blancs très propres sur eux. Et nos 2 meufs sont 2 petites nanas blondes de 18 ans. Donc comment vous dire qu'on se fait facilement remarquer, ce qui semble visiblement faire tiquer le mec de la frontière. Bref, sur un ton très sérieux, le garde leur demande ce qu'ils ont l'intention de faire au Mexique. Et là, le groupe leur répond très sincèrement avec leur programme donc. Bref, le garde, il écoute tout ça et il leur conseille quand même d'être très prudent avant de les laisser passer. Bon, à partir de là, Paul a une sorte de petite boule au ventre, quoi. Mais le groupe décide quand même de continuer parce que bon, voilà, on va pas se laisser décontenancer juste par un garde qui a l'air un peu flippé, quoi. Et là, il passe par le grand pont métallique qui est éclairé par des lampes à haute puissance. Donc vous voyez, c'est ce pont-là. Et une fois la frontière franchie, c'est une toute autre histoire. Là, c'est plus les States, hein. C'est pas le même PIB, attention. Là, ils remarquent que les rues sont sales, elles sont pas pavées, elles sont mal éclairées. Bref, le budget, y en a pas, on sait pas trop où il est investi en tout cas. D'ailleurs, les gens semblent se cacher dans les coins et les endroits pas éclairés. Et ils vendent divers trucs pas très nets dans la rue. Bref, t'as l'impression d'être un petit peu tombé un peu dans le bas astral, quoi. On va dire. Là, Paul et son petit groupe ont à peine le temps de marcher une centaine de mètres, puisque je le rappelle, ils ont laissé la voiture dehors, à la frontière plutôt, et donc là, ils sont toujours à pied. Ils marchent une petite centaine de mètres et ils sont abordés par un Mexicain local dans la rue.
c'est un homme d'une trentaine d'années, musclé, très corpulent, avec un gros accent espagnol, qui essaie de nous parler dans un anglais approximatif. Ce mec est très bavard. On a l'impression qu'il veut devenir notre nouveau meilleur pote. Il nous dit qu'il connaît les meilleurs restaurants, les meilleurs bars du coin, et qu'en le suivant, on passera une bête de soirée. Alors Paul nous le dit, il est effrayé par ce type. Mais c'est le seul. Les autres, Ryan et puis leur meuf sont plutôt chauds pour le programme. Ils disent, trop cool, un local qui est vraiment sympa. Waouh, il va nous faire découvrir des trucs. Bon, ouais, ok. Bon, pour Paul, ça va pas du tout, c'est un red flag. Il y a vraiment un truc qui est pas net. Et donc, ils se laissent embarquer par la majorité et ils finissent tous dans un petit resto local avec le type. Là, il s'installe, et puis quelques minutes plus tard, ça va très vite, il commence à bouffer. Et pendant tout le repas, le Mexicain, qui est toujours collé à eux, qu'ils ne connaissent pas finalement, il parle beaucoup. Et petit à petit, son ton a changé, comme s'il se mettait un petit peu à leur abouiller dessus, à les engueuler. Et d'ailleurs, il insiste de plus en plus pour faire visiter le coin au groupe de Paul. Ça ressemble plus à un ordre qu'à une supposition à un moment, on sait plus. Et là, il y a une sorte de malaise qui commence à s'installer autour de la table. Et Paul n'est plus le seul qui sent un truc qui est pas normal. Bref, le repas se termine et au moment de quitter la table, Paul dit à Ryan et aux filles qu'il faudrait se débarrasser de ce type quand même. Là, globalement, tout le monde est d'accord. Et donc, l'occasion est toute trouvée parce que le Mexicain décide de passer aux toilettes. Et donc, c'est le moment parfait pour notre groupe de s'éclipser. Et à ce moment-là, il y a la serveuse du restaurant qui s'approche d'eux et d'une voix un petit peu timide, étouffée, et dans un anglais un peu bancal, elle montre les toilettes et elle dit « Cet homme n'est pas une bonne personne. Très mauvais. » Bon, là, tout le monde est paniqué pour de bon. Et vu qu'ils viennent de payer, Paul et les autres décident de partir d'ici en vitesse. Sauf qu'au moment où ils passent la porte d'entrée, le type sort des toilettes et il a l'air bien décidé à les suivre. À ce moment-là, son comportement change radicalement. Il ne rit plus, ne plaisante plus et n'est plus du tout de bonne humeur. Il semble vraiment énervé par le fait qu'on veuille se débarrasser de lui et il arrive à notre hauteur en quelques secondes. Il commence aussi à insister pour nous emmener dans le soi-disant meilleur bar de la ville. On commence vraiment à être paniqué. Mais on a l'impression que ce serait trop dangereux de s'enfuir. Donc, on suit. Ok, l'ambiance est sympa en tout cas. Bon, le groupe le suit et de temps en temps, le Mexicain se met à courir de l'autre côté de la rue pour chuchoter des trucs en espagnol à des flics mexicains. Hyper louche quoi. Après, quand même un petit peu bizarre, mais ces prétendus flics, ils portent des chemises avec l'inscription Policia, mais ils sont habillés avec des vêtements très chill, un peu en civil, et ils portent des flingues à la taille tout en fumant des clopes. Voilà. Ils n'ont pas l'air d'être des flics légitimes, officiels ou des trucs du genre. Surtout qu'en plus, à ce moment-là, tout le monde semble dévisager le groupe de Paul au fur et à mesure qu'ils avancent dans la rue. Donc voilà, les gens tout autour, ils sont pas hyper accueillants. Et il y a un vrai sentiment global de leur part qui monte de plus en plus. Et qu'on comprend. Puis le Mexicain sort une cigarette et il commence alors à fumer. Sauf qu'elle est pas allumée quoi. Du coup ça n'a pas de sens. Et là Paul se dit mais qu'est-ce qui est en train de se passer quoi. Et il a l'impression d'être un peu le chef du groupe parce que le Mexicain ne fait que parler avec lui. Il ignore en fait ses potes. Il a l'impression que c'est lui le leader quoi. Bref, pendant que Ryan, donc le pote, et leurs copines sont devenus très silencieux et se contentent juste de suivre sans trop savoir quoi faire. Et puis Paul est de moins en moins serein parce que avec son groupe il ne cesse de s'éloigner de la frontière. Pourtant il essaye de pas trop se retourner mais il voit que les lumières du pont deviennent de plus en plus petites au loin. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quand on bifurque dans une rue perpendiculaire, très sombre, qui mène à un parking vide. Sur ce parking, je vois une camionnette garée toute seule. Mais le Mexicain insiste et dit que le bar est plus loin dans la rue. Je sens mon cœur battre la chamade, je sens mon visage qui commence à me brûler de l'intérieur. Paul doit prendre les devants parce que le reste du groupe est juste tétanisé quoi. Il se dit alors un peu à gonfler le torse et il dit aux Mexicains qu'ils n'iront pas plus loin et qu'il est d'ailleurs l'heure pour eux de retourner aux États-Unis. Là, le groupe s'arrête et il décide alors de faire demi-tour. Sauf que le Mexicain, lui, il n'entend pas de cette oreille et il se met de plus en plus en colère. Paul décide alors d'accélérer le pas. Le groupe commence alors à marcher plus vite, puis à trottiner, puis à courir avant de taper le sprint de leur vie. Évidemment, sans surprise, le Mexicain est pas content. Il se met à leur courir après, il leur hurle dans un anglais bancal et puis en mexicain à moitié, enfin en espagnol à moitié, de revenir ici. Mais évidemment, ils écoutent pas. Et puis, enfin, arrivé à quelques dizaines de mètres du pont qui débouche sur la frontière, le Mexicain s'arrête. Là, il fait demi-tour, il recule et il disparaît dans la pénombre d'une ruelle. Alors peut-être qu'il a peur de se faire tirer dessus par des gardes américains ou un truc du genre. Et en tout cas, notre groupe arrive enfin au poste frontière pour remettre le pied sur le sol américain.
En tout cas, Paul termine son histoire en précisant qu'ils ne sont restés que 2 petites heures au Mexique, mais que ça a clairement suffi pour le traumatiser, lui et son groupe. Alors bon, ils étaient sans doute à 2 doigts de se faire enlever par un cartel de la drogue, des trafiquants ou quelque chose, peut-être. Et d'ailleurs, ce Mexicain, en vrai, on peut se poser la question à quel point il était de mèche avec les policiers, quoi. D'ailleurs, est-ce que c'était une technique habituelle pour essayer d'obtenir une rançon ou un truc du genre? Ou alors c'était juste un mec qui faisait le rabatteur et qui essayait de les dépouiller un peu à la fin? Je sais pas. En tout cas, bon, il nous le dit, mais dans la voiture, sur le chemin du retour, tout le monde a été pris d'un fou rire nerveux. Et ça, au fur et à mesure que Paul et ses potes réalisent qu'ils ont sans doute échappé au pire. En tout cas, si vous pensez que les 2 premières histoires étaient traumatisantes, eh bien écoutez, on va finir en beauté. Cette dernière histoire est partagée par Srita Unicellular. Super prénom, quoi. Enfin, prénom, pseudo, on ne sait plus quoi. En tout cas, on l'a renommée Julia pour une meilleure fluidité. Et d'ailleurs, avant d'attaquer son histoire, elle précise qu'elle a fait pas mal de rencontres bizarres dans sa vie. Elle a déjà été agressée et volée. Elle a déjà été suivie par un type qui lui demandait si elle croyait aux anges. Bref, une vie un peu trop mouvementée à son goût, mais si elle ne devait garder qu'une seule histoire à raconter, c'est celle que je vais vous partager aujourd'hui. Revenons un petit peu en 2005, alors que Julia est âgée de 20 ans. Alors à ce moment-là, un petit peu insouciante, elle décide de déménager seule à Mexico pour tenter de percer en tant qu'artiste. Et elle nous précise qu'à ce moment, et plus largement entre 2005 et 2009, la criminalité a vraiment augmenté au Mexique. En particulier, toutes celles liées à la drogue qui débouchent souvent sur des enlèvements ou des agressions. Donc bon, autant vous dire que le climat était pas ouf. J'ai chopé un taf dans un centre d'appel histoire de faire rentrer un minimum d'argent pour payer mes études. Je trouve un bon équilibre entre tout ça, les horaires sont flexibles, ce qui me permet d'étudier avant d'aller bosser en fin d'après-midi et en soirée. De fait, je quitte généralement le centre-ville où je travaille vers 22-23 heures la plupart du temps. Bref, un soir, Julia est vraiment claquée et elle décide, sans trop réfléchir, de monter dans le premier taxi qu'elle voit pour rentrer chez elle. Et elle précise que le véhicule ressemble quand même au truc officiel qui circule dans Mexico. Mais elle vérifie ça à l'arrache, donc elle est pas non plus sûre que ce soit un officiel. Bref, elle monte, mais rapido, elle a quand même le pressentiment que quelque chose cloche. Et là, vous savez, parfois, vous avez cette sensation bizarre dans votre estomac qui vous dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, sans rationnellement comprendre ce que c'est. Et c'est exactement ce que Julia ressent à ce moment-là. Mais elle décide quand même de rester dans le véhicule. Là, le début du trajet se passe bien, il n'y a rien à signaler, et la jeune femme se dit qu'elle s'est sans doute inquiétée pour rien, sauf que, après une dizaine de minutes de route, le chauffeur a commencé à ralentir et s'est arrêté complètement au milieu d'une route sombre et sans rien dire. Je suis assise au milieu de la banquette arrière et j'entends d'un coup les portes droites de la voiture s'ouvrir. 2 hommes montent alors à bord, l'un à l'avant et l'autre à l'arrière. Ce dernier me pousse sur le côté jusqu'à ce que je sois exactement derrière le conducteur. J'ai l'impression que le temps s'arrête et les quelques secondes où personne ne dit rien me semblent être une éternité. Alors Julia explique qu'elle n'est pas tombée dans le cliché de « je vois ma vie défiler devant moi », mais clairement ses pensées ont été quand même pour ses parents, donc pas un bon mood, elle est pas du tout sereine, et là le type à côté d'elle ouvre la bouche et lui dit « garde les yeux fermés, on n'est pas des voleurs ou des kidnappeurs ». Sauf que pour Julia, c'est exactement ce que diraient des voleurs ou des kidnappeurs. Bref, le type commence à lui raconter une histoire sans queue ni tête, en expliquant qu'ils sont suivis et qu'ils ont donc décidé de monter dans le taxi de force. Et tout ça, bien sûr, dans le but de semer les mecs qui leur collent au cul. Alors pour Julia, c'est sans doute une grosse connerie, et d'ailleurs elle pense que le chauffeur fait sans doute partie du plan. Et à ce moment-là, les types qui sont montés, disent ou gueulent plutôt au chauffeur de redémarrer très vite. En tout cas, aux yeux de Julia, le chauffeur a l'air beaucoup trop silencieux et calme pour ne pas tremper là-dedans. Mais au fur et à mesure que le trajet se déroule, le type à côté de Julia n'arrête pas de se contredire et surtout, il commence à la fouiller. Bon, il lui fait les poches, il lui prend son portefeuille et donc il connaît à ce moment-là son nom et son prénom, ce qui va pas enchanter Julia. Sauf que, elle le dit, cette fouille se fait de manière assez chill, assez calme. Le type sur le siège avant, c'est une autre histoire par contre. Il est nerveux au possible et agité, je pense vraiment qu'il est sous drogue. À un moment, pour aucune raison et alors que j'ai une main en l'air, il me hurle « Baisse tes mains, c***!» comme si j'avais eu l'intention de me battre. Le type à côté de moi essaye alors de calmer l'ambiance, il me dit que je dois pas m'inquiéter, que tout va bien se passer. Mais bon, rester calme dans une telle situation, c'est clairement plus facile à dire qu'à faire. Sauf que le type à côté d'elle fouille à présent dans son téléphone à elle, il lui retourne aussi son sac à dos, etc. Bref, si ça ressemble pas à des voleurs, ça en a un peu l'air quand même. En tout cas voilà, le temps passe et quelques minutes plus tard, Julia comprend que le mec à l'avant a récupéré sa carte de crédit parce que, une fois de plus, il se retourne et il gueule « Donne-moi ton code de CB et t'as intérêt à donner le bon, connasse !» Sauf que là, sans trop savoir d'où ça lui vient, Julia va alors lui répondre du tac au tac. Me parle pas comme ça par contre.
Et là, rapidement, elle se demande ce qu'elle vient de faire. Elle se dit, mais attends, je viens vraiment de lui mettre un coup de pression. Dans sa tête, elle se dit, mais comment dans un moment de danger extrême, où sa vie est peut-être en jeu, le fait que quelqu'un soit grossier avec elle soit ce qui la dérange le plus. Sauf qu'à ce moment-là, le mec à côté de Julia lance au mec qui lui a mal parlé. Ouais, lui parle pas comme ça, elle a raison. Ok, ça marche. Du coup, elle lui a mis un coup de pression et l'autre il fait ouais, t'as raison. En gros, là, Julia, elle se dit ok, c'est quand même un coup monté tout ça et sans doute, il y a le bad cop et le good cop. Mais bon, en tout cas, bref, elle donne quand même son code de CB, le vrai, parce qu'elle a pas envie de jouer avec le feu. Alors en plus, elle a pas beaucoup de thunes sur son compte et en plus, elle a beaucoup bossé pour l'avoir, mais elle préfère malgré tout donner sa thune, même le peu qu'elle a, plutôt que donner sa vie. En général, dans les cas de kidnapping express, ils vous conduisent pendant des heures en tournant en rond avant de s'arrêter quelque part tard dans la nuit, pour récupérer par exemple votre thune à un distributeur. Mais je pense qu'ils ont compris que j'avais pas beaucoup d'argent, donc que ça devait être théoriquement bien sûr, bientôt se terminer. Je savais qu'ils allaient pas gentiment me déposer près de chez moi, même si maintenant, ils connaissaient mon adresse ayant mes papiers. Et après elle ne sait combien de temps, la voiture s'arrête finalement et Julia comprend qu'elle est sans doute à plus de 2 heures de chez elle, de l'autre côté de la ville. Bon, là les types lui disent alors de sortir de la caisse et de marcher lentement sans se retourner. Bon, Julia ne se pose alors plus de questions, elle sort vite de la voiture, elle s'exécute et elle ne se retournera pas une seule fois. Et là elle entend alors la voiture partir. Après quelques minutes de marche, là elle arrive au niveau d'un parc et elle s'assoit au sol. Enfin elle s'effondre plus ou moins. Elle se met alors à pleurer parce que ses nerfs lâchent pour de bon. On commence à comprendre un peu le moment où tout se relâche, c'est là où on finit par pleurer, vraiment à se décharger quoi. C'était assez récurrent dans les témoignages. Bref, en tout cas Julia, au bout d'un moment finit par se calmer, reprendre un petit peu ses esprits, mais elle est là toute seule, sans argent, sans téléphone, juste avec son sac à dos vide. Là elle reprend sa route et elle décide de se jeter devant une voiture de flic, littéralement, qu'elle voit passer au milieu de la route. Là, bon, évidemment, les flics s'arrêtent et l'un d'eux, qui semble un peu blasé et fatigué, il lance tout à fait normalement. Ok, une autre fille qui a été volée, youhou. Voilà, c'est yes. Trop bien. Heureusement, le deuxième policier a proposé de prendre sa voiture personnelle et de me ramener chez moi. Comme j'étais clairement en état de choc, il a essayé d'engager une conversation sur ma ville natale et sur ce que je faisais dans la vie. Il m'a même offert de l'argent, mais j'ai refusé. J'étais vraiment reconnaissant de ce qu'il a fait et je regrette de pas lui avoir demandé son numéro pour pouvoir le contacter par la suite. Histoire de le remercier, je ne sais pas de quelle façon. Julia dit en tout cas qu'elle lui sera éternellement reconnaissante, parce que c'est ce dont elle avait besoin à ce moment-là. Et elle termine son témoignage en disant que, selon elle, son enlèvement aura duré que 3-4 heures, même si elle a eu l'impression que c'était beaucoup plus, parce que charge émotionnelle. Et puis, quelques temps plus tard, elle décide de déménager dans une nouvelle ville qui, malheureusement, était tout aussi gangrénée par la violence qui était liée à la drogue. D'ailleurs, elle explique qu'à plusieurs reprises, elle a vu des règlements de compte dans les rues, avec du sang partout. Mais elle a quand même réussi à terminer l'université sans avoir été kidnappée à nouveau. Bon, en tout cas, si de votre côté vous êtes déjà allé au Mexique et que vous avez vécu des choses, n'hésitez pas à les partager. Je n'ai pas eu cette chance et j'avoue, les quelques amis qui y sont allés me disent « Mexico, c'est quand même chaud. T'as pas intérêt à te balader tout seul la nuit, surtout dans certains quartiers. » Vraiment, ils me l'ont tous dit. Après, si t'es en plein jour, dans les zones les plus safe, ça va. En vrai, c'est surtout Mexico qui est concerné par le Mexique et parce que du coup, c'est une ville très touristique. Mais quand on s'éloigne du centre, ça va quand même davantage. Même si c'est clairement pas aussi safe que plein d'autres endroits dans le monde. Enfin voilà, j'espère que ce nouveau tour d'horizon sur ce pays-là vous aura intéressé. Qu'est-ce qu'on peut dire ensemble? Qu'est-ce qu'on peut dire? Ouais, je sais pas, à part que peut-être on se retrouve dans une prochaine vidéo, quoi.